Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com. Je suis Hervé Hérault, le président et fondateur du site lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre journal. Merci à vous d'être très nombreux aujourd'hui à vous être inscrits et assister en direct à ce webinaire sur le sujet étudier à Montréal après le lycée, les bonnes raisons de se lancer. Nous sommes avec Miguel Codes, qui est conseiller en attraction des étudiants internationaux chez Montréal International, l'agence de promotion économique du Grand Montréal, et Bonjour. Pierre-Dominique Ancel, qui est diplômé en maîtrise en affaires publiques et internationales à l'Université de Montréal et qui est expatrié au Canada. Bonjour Pierre-Dominique, bonjour Miguel. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous passer la parole dans quelques instants pour qu'on aborde cette thématique. Les internautes, je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay. Donc, on est parti pour à peu près 1 heure ensemble. Donc, surtout, posez bien vos questions. Si vous ne pouvez pas rester 1 heure, vous pourrez le revoir en replay. Vous pourrez aussi le faire connaître à vos amis, connaissances qui seraient intéressés par le sujet. Il y aura également un article dans le petitjournal.com dans les prochains jours. Donc, ne le ratez pas. Il y aura la vidéo qui sera importé depuis YouTube, donc partagez-la, voilà, faites-le connaître assurément et surtout, évidemment, vous êtes là pour poser vos questions. Donc, on a un petit onglet questions en bas à droite, vous ne pouvez pas le rater, voilà, et il y a un petit cartouche qui dit poser une question. Donc, moi, je vais mettre un petit bonjour à tous. Hop, voilà, vous le voyez s'afficher dans, ça fait comme un chat. Et ce que je vous suggère déjà, c'est dites-nous un petit peu où vous êtes. Est-ce que vous êtes, voilà, Yann, bonjour Yann. Est-ce que vous êtes en Asie, en Afrique, en Europe, sur le continent américain, un peu tôt le matin, comme nos interlocuteurs qui se sont levés tôt à Montréal pour pouvoir témoigner et nous donner toute leur expertise. Donc, soyez pas timides. Faites-nous un petit coucou, un petit signe. Salut Caroline qui est en Picardie en France, Jean-David qui est à Bordeaux, Bernard à Milan. Ça fait plaisir de vous avoir tous. Donc, il y a certainement des lycéens et des parents. Donc, on est ravis d'accueillir tout le monde. Et surtout, profitez bien, posez vos questions. On a la chance, Miguel, il s'occupe de Montréal International, de faire venir les étudiants. Donc, il a la réponse à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. Et puis, Pierre-Dominique, il a eu cette expérience et il va la partager avec nous. Il a été étudiant au Canada et il y vit encore. Il vient de terminer ses études. Donc, on est vraiment avec les bonnes personnes et je pense que c'est un sujet super intéressant. Donc, évidemment, on attend vos questions. Alors, Miguel, je vais te laisser la parole en premier pour te présenter en quelques mots, puis nous présenter un petit peu ce qu'est Montréal International. Oui, bonjour. D'abord, merci beaucoup Hervé de nous accueillir pour ce live. J'ai bien hâte d'échanger avec vous et je vois que vous venez des différentes villes et moi je suis à Montréal, comme vous pouvez le deviner. Et mon nom est Miguel, mais ouais, je vous dis, je suis à Montréal, mais je ne suis pas québécois. Je suis espagnol. Ça fait 5 ans pile que j'habite ici à Montréal. Et je suis venu pour travailler et ça a très bien fonctionné pour moi. J'adore cette ville. Je vais vous en parler plus tard. Mais évidemment, vous pouvez aussi venir en tant qu'étudiant. Je vais vous donner beaucoup de conseils et Pierre-Dominique pourra vous raconter son histoire personnelle. Donc, comme Hervé l'a dit, je travaille pour Montréal International, qui est une agence de développement économique et plus particulièrement pour une initiative qui s'appelle Je choisis Montréal. Je choisis Montréal et c'est comme je viens de le dire, une initiative financée par le gouvernement du Québec dont le but est de faire la promotion des atouts de Montréal pour les étudiants étrangers et donc vous aider à prendre cette décision de venir ici si c'est ce que vous souhaitez faire. Et ensuite, quand vous êtes ici, on organise des activités pour les étudiants étrangers, d'une part pour les aider à se rencontrer les uns les autres, mais aussi et surtout pour créer des liens avec les employeurs, les marchés de l'emploi et donc vous aider à trouver une première expérience professionnelle. Donc voilà pour l'instant, je vais passer la parole à Pierre-Dominique, mais je pourrais vous en dire plus tout à l'heure. Merci, Miguel. Allez, Pierre-Dominique, je te laisse te présenter également. Bonjour à tous, merci Hervé pour cette occasion un petit peu de donner mon expérience à tout le monde. Bonjour à tous, tous les parents et puis tous les futurs peut-être étudiants à Montréal. Donc moi c'est Pierre-Dominique Ancel, je suis un Corse auvergnat qui a fait donc son parcours vraiment dans les petites campagnes d'Auvergne que j'adore. Et à 18 ans, je suis parti donc à Montréal sur pas un coup de tête, mais sur quelque chose
qui a été pensé depuis la première, la terminale, et qui a vraiment pris de la vitesse à partir de décembre. Donc c'était super, c'était une grande aventure. Et là maintenant, j'ai calculé, ça fait exactement 6 ans, 4 mois et 30 jours que je suis au Québec. Donc voilà, j'avais commencé vraiment par des études en droit. Après, je me suis redirigé vers un bac en études internationales. Donc, on vous parlera un petit peu après de ce que c'est qu'un bac. C'est l'équivalent de la licence. Et j'ai fait par la suite une maîtrise, donc qui est l'équivalent du master, en affaires publiques et internationales. Donc voilà, un parcours comme on pourrait avoir en France avec Sciences Po, mais là à l'intérieur d'une université classique qui est l'Université de Montréal. Entre-temps, j'ai eu plusieurs travail étudiants. Et là, maintenant, je me lance dans la grande aventure du monde du travail pour rentrer dans une ONG environnementale. Donc voilà, c'est ça. C'est un portrait assez large. Mais n'hésitez pas à me demander plus de questions. Là, c'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose de plus superficiel pour l'instant. Mais vous allez en apprendre un petit peu plus par la suite, je pense. Super. Et donc, juste pour terminer, tu as choisi Montréal. Donc, tu as choisi, là, tu es diplômé, mais tu as choisi de rester à Montréal et de trouver un travail à Montréal ou au Canada. Voilà, bah en fait, c'est un petit peu drôle pour la petite anecdote. À 13 ans, mes parents m'amènent à Montréal. Gros coup de cœur, mais on s'en va. Comme un voyage qu'on peut faire à un enfant. Voilà, on est allé à Rome, on est allé à pas mal d'endroits. Et plus tard, il y a une revue annuelle que font beaucoup de journaux qui tombe sur mon bureau, qui était, je crois, Le Point, Choisir le Canada. Et là, j'ai regardé plein de trucs et j'avais habité pendant 3 mois en Nouvelle-Écosse pendant un échange étudiant. Mais il n'y avait pas ce petit truc de Montréal, de vraiment ville internationale. Et comme vous voyez un peu mon parcours, c'est un parcours qui veut rentrer dans les institutions internationales. Et alors là, pour le coup, Montréal était le meilleur choix parce que ça regroupe le plus grand nombre d'ONG, le plus grand nombre, il y a plein de succursales de l'ONU, il y a plein de connexions en fait. Quand vous êtes à Montréal, vous n'êtes pas seulement à Montréal, vous êtes connecté avec plein de villes dans le monde. Et là, je me suis dit, mais c'est une occasion en or parce que venant d'Auvergne, j'avais un petit peu envie de surcorriger le tir et prendre une ville qui bouge beaucoup et des universités où c'est quand même une ville qui a 4 universités. Donc, vous avez une certaine mobilité. Vous en avez 2 anglophones, 2 francophones. Donc, je me disais, si je fais le mauvais choix dans mon choix d'université, je peux toujours me rabattre sur d'autres programmes. Je peux toujours, voilà, je vais plus de mobilité que ce que je voyais que je pouvais faire à Clermont-Ferrand. Et donc, ça a vraiment été de toute l'Amérique du Nord. Montréal, c'était francophone et anglophone. Plein de choix, plein de flexibilité. Donc, à l'époque, ça a été vraiment le coup de cœur. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout parce que je suis encore là. Super, ça donne envie. Merci Pierre-Dominique. Allez, on a Eric qui est en RDC, Ouzma qui est une maman de lycéenne en Belgique, Idrissa qui est à Conakry, j'ai vu Yasser à Madrid, Armel qui a passé 15 ans à Hong Kong, Tina qui est à Paris, voilà, les Hauts-de-France, à Copenhague aussi. Donc merci tous les internautes, posez bien vos questions. Miguel, j'aimerais que tu me regardes un petit peu le sujet, c'est-à-dire qu'en fait là, on s'adresse bien à des gens, la thématique c'est les bonnes raisons de se lancer, mais après le lycée. Donc on s'adresse à des gens qui vont passer le baccalauréat français ou international et qui vont arriver dans l'enseignement supérieur. Donc, comment toi, tu interviens avec ce programme Je choisis Montréal? Comment est-ce que déjà tu es en relation avec eux avant qu'ils arrivent? Et puis après, quels sont les outils? Qu'est-ce que vous mettez à disposition? Comment un petit peu ça se passe avant, après, qu'on réponde à leurs questions? Et est-ce que du coup, vous n'êtes pas une école? C'est-à-dire que tu représentes en fait l'ensemble des écoles? Exactement. Nous, on représente l'ensemble d'établissements d'éducation postsecondaire au Québec, parce qu'aujourd'hui, on va parler surtout d'éducation supérieure, mais il y a aussi d'autres programmes d'éducation postsecondaire, par exemple la formation professionnelle, qui est l'équivalent en France des CAP, si je ne me trompe pas. Donc, on représente tout ça. Et en fait, ce que nous, on fait, c'est en quelque sorte orienter les étudiants. C'est leur parler de ce que Montréal a à offrir en tant que ville étudiante, et donner toutes ces clés-là via plusieurs plateformes. On a évidemment un site web, on essaie de regrouper tout ça. On organise des activités, notamment des webinaires tout le long de l'année pour expliquer plusieurs aspects qui sont très importants pour les étudiants. Comment choisir ses études, où on invite en général ces établissements-là, des universités, l'équivalent aussi des BTS, etc., pour expliquer en quoi ça consiste, comment ça s'est fait. Puis aussi, on organise des séances sur, par exemple, comment faire son budget ou encore quelles sont les démarches d'immigration à faire. Donc, on fait tout ça simplement pour faciliter. Donc, on est des facilitateurs. C'est sûr qu'on reste plus sur les générales parce qu'on regroupe tous les établissements d'éducation supérieure. Donc, on ne peut pas aller dans les détails, mais on essaye d'aider les étudiants, les candidats, justement, à faire leur choix. Et
bon, je vais peut-être parler plus tard d'un des outils qu'on a qui est vraiment utile pour faire son choix. Mais comme je le disais avant, après aussi, on souhaite garder les liens avec les étudiants pour les aider à s'intégrer. Donc, c'est un peu notre but, c'est d'accompagner les candidats qui décident de venir à Montréal pour faire en sorte que tous ces processus-là se passent au mieux et que ce soit les plus simples possibles. Très bien. Si tu veux, on va commencer avec deux premières questions Oui. qui sont très différentes. Et puis, de toute façon, on va prendre les questions. On va prendre vos questions au fil de l'eau, les internautes, évidemment. Christelle, elle a un BTS, ou elle va avoir, en tous les cas, elle a un BTS Management en hôtellerie-restauration. Elle demande une poursuite d'études supérieures est-elle possible? Et moi, j'allais te poser la question, j'allais te demander de lui répondre, mais aussi de me dire comment ça se passe si, là, parce qu'évidemment, on est parti sur après le bac, mais finalement, admettons, j'ai déjà bac plus 2. Est-ce que c'est facile d'arriver, d'avoir des équivalences? Comment ça se passe? Je vais déjà vous expliquer quelles sont les possibilités ici après le bac français. Comme ça, vous allez avoir une meilleure idée. Les systèmes similaires, les noms sont différents. Donc, les équivalents des BTS existent. On appelle ici éducation collégiale et ça se donne à des établissements qui s'appellent Cégep. C'est un acronyme que je ne vais pas essayer de vous dire à quoi ça correspond exactement parce qu'à chaque fois, je me trompe. Mais le mot à retenir, c'est Cégep. Et donc, ce sont des programmes techniques. Il existe aussi une filière qui est pré-universitaire, mais c'est surtout des programmes techniques, vraiment dans tous les domaines, des programmes de 3 ans avec une composante plus théorique, même si, plus pratique, même s'il y a aussi un peu de théorie. Et ce sont des programmes qui donnent droit à un diplôme qui s'appelle diplôme d'études collégiales, DEC, qui est l'équivalent de BTS. Donc déjà, ça, c'est le premier niveau. Très intéressant de ce niveau-là pour les Français, grâce à des accords entre la France et le Québec, ces programmes-là sont gratuits pour les étudiants français. Ça, c'est vraiment une aubaine. Il faut avoir la nationalité française parce que les étudiants qui ne sont pas français payent le plein prix et le plein prix est très cher. Donc, déjà, avoir ces possibilités-là, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, pour ceux qui souhaitent faire des programmes techniques, c'est toute une chance. Et puis, il y a évidemment l'université où j'aime bien parler d'établissements universitaires parce que ça englobe bien les universités, mais aussi l'équivalent des écoles d'ingénieurs et tout aussi écoles de commerce, etc. C'est le même statut ici. Donc, on va parler d'établissements universitaires. Et on a 3 cycles. On a un premier cycle qui est ce qu'on appelle ici le baccalauréat, de l'anglais bachelor, mais qui est la licence, comme avait dit Pierre-Dominique. Puis la maîtrise, l'équivalent genre le master en France, et puis le doctorat. On a fait des études, en général, quand on a fini un bac français, on peut accéder soit à ces études que j'appelais études collégiales au cégep, soit à l'université. Pour les équivalences, ça va être au cas pour cas, vraiment au cas pour cas, et avec l'université qui va décider ce qui peut être validé ou pas validé. Donc, je ne peux pas vous dire parce que c'est vraiment les responsables des programmes qui vont valider, qui vont voir si vraiment les matières correspondaient, s'il y a une possibilité de valider certains cours qui ont déjà été suivis, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'avec votre bac français, vous pouvez commencer l'équivalent d'une licence ici ou aller faire pour la première fois un diplôme d'études collégiales qui est l'équivalent d'un BTS. Très bien, c'est très clair. Toi, Pierre-Dominique, tu disais en fait, mes études, c'est un petit peu, on peut comparer un petit peu avec Sciences Po en France. Est-ce que tu as peut-être des amis qui ont fait Sciences Po en France ou des connaissances? Comment, dans le concret, finalement, tu as fait ces études à Montréal, au Canada. Comment tu comparerais par rapport à ce que t'ont dit aussi tes amis qui, eux, ont fait, par exemple, Sciences Po? Je prends un exemple. Oui, alors c'est super intéressant parce que le programme de Sciences Po ou des IEP, vis-à-vis de ce que j'ai vécu, est différent sur la forme et sur le fond. C'est-à-dire que déjà sur la manière d'entrer dans le programme, ici vous avez, donc selon les programmes, il y a des programmes qui s'appellent qui sont contingentés, où donc il y a un nombre de places limité par rapport au nombre d'applicants. Donc là, vous devez faire en sorte d'avoir un bon dossier, faire en sorte de vous qualifier pour ça. Il y a des programmes qui sont non contingentés.
Donc ça, par exemple, c'est un truc qu'il faut regarder à chaque fois. Sur le fond, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, il y a deux manières d'enseigner. En fait, en France, vous allez enseigner vous allez apprendre les grands textes, vous allez apprendre de grandes choses, etc. dans ce domaine-là. Nous, on était beaucoup plus axés sur tout ce qui était la valeur scientifique de la chose. Donc, des articles scientifiques beaucoup. Je voyais qu'il y avait une question, notamment, quel pourcentage de l'enseignement se fait en français et l'autre Oui. en anglais? À l'Université de Montréal, qui est une université francophone, vous enseignez, enfin, vous enseignez, vous recevez l'enseignement en français. Par contre, vous pouvez avoir des textes qui sont en anglais si le professeur estime que la matière a beaucoup plus de valeur. Donc, ça permet aussi d'entraîner votre anglais au fur et à mesure parce que vous allez lire plein de textes en anglais. Et ça, c'est pas juste en sciences politiques, c'est un petit peu dans tous les programmes où ils ne se ferment pas la porte forcément à une valeur comme ça. Et enfin, ce qui, moi, m'a impressionné, et pas forcément seulement en Sciences Po, vis-à-vis de l'université, parce que j'ai mon petit frère qui, d'ailleurs, vous allez peut-être l'apercevoir, il est chez moi en ce moment. Lui a fait un parcours de faculté en France, en droit, à l'université de Clermont-Auvergne, et tout est différent. Ici, vous avez des cours de 3 heures, une fois par jour, grosso modo, et un étudiant classique qui n'a pas d'emploi étudiant va prendre 5 cours par session. Donc, de septembre à décembre, de janvier à avril. L'été, vous avez une mini-session de 2-3 mois qui va être beaucoup plus intense où vous prenez que 2 cours. Donc, voilà, vous avez les mêmes systèmes de crédits comme les crédits UCTS, je crois que ça s'appelle en France. Et donc, vous avez ces 5 cours par semaine. Et en fait, du coup, ça veut dire que la moitié de la journée, vous ne faites rien. Alors, vous êtes censé faire vos lectures, etc. Vos professeurs vont vous dire 3 heures de cours, 6 heures de lecture. Mais la plupart des étudiants vont avoir un emploi étudiant qui va être vraiment bénéfique pour leur CV, par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a impressionné parce que souvent, j'avais peur que l'emploi étudiant soit juste dans le cas où je n'ai pas assez d'argent, parce que ça arrive et avec les temps qui courent, ça peut arriver, ou ça peut être pour voilà. Non, en fait, c'est comme un cursus naturel. Et on vous pousse vers ça parce qu'il y en a plein qui travaillent pour des députés, par exemple, dans mon programme, dès leur première année. Ou il y en a d'autres qui vont beaucoup plus faire de bénévolat. Moi, ça a été mon cas, j'ai fait beaucoup de bénévolat. J'ai pu démarrer ma propre association par la suite. Donc, c'est des trucs qui sont vraiment valorisés et vous avez le temps pour faire ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où le développement personnel, moi, ça m'a sauvé. Parce que être tout le temps dans les études, ça n'aurait pas fonctionné pour moi. Alors que là, le programme, un petit peu 3 heures de cours et après, vous allez avoir toute votre journée, ça vous permet de respirer au fur et à mesure de la semaine. Et ça ne dure pas plus longtemps. Un baccalauréat, une licence, dure 3 ans. Donc voilà. Et vous pouvez faire des cours d'été qui, là, sont un peu intenses, mais qui vous permettent de prendre de l'avance et avoir moins de cours par session. C'est ce que j'ai fait, c'est bien pratique. Très bien. Merci pour ce témoignage. Miguel, peut-être que tu veux aussi apporter ton éclairage sur justement la spécificité du système éducatif québécois dans l'enseignement supérieur alors, tu es espagnol, mais je pense que tu es souvent questionné sur la France, donc tu peux bien comparer par rapport à la France ou à l'Europe, hein, d'ailleurs, hein, pas seulement. Oui, d'ailleurs, je fais une partie de mes études en France, donc et ici, je connais les systèmes de l'intérieur. Ce que je peux vous dire, et Pierre-Dominique est là, Pierre-Dominique, je dirais, il vous a déjà dit comment il l'a ressenti, mais ce que les étudiants me disent, parce que je parle avec beaucoup d'étudiants français, et c'est surtout l'approche pédagogique qui est complètement différente, et aussi les liens avec les professeurs. C'est quelque chose que les étudiants français à chaque fois me disent. J'ai fait une partie de mon parcours en France, je viens ici et j'ai vraiment apprécié les échanges que je peux avoir avec mon prof et vraiment qu'il soit toujours disponible, qu'il soit à l'écoute, que la relation soit plus horizontale et que les échanges et que tous les cours, etc., soient plus fluides et que je puisse avoir plus ma place dans la salle des cours. Donc, ça, c'est ce que j'ai entendu le plus de la part des étudiants, notamment des étudiants français. Je ne sais pas si Pierre-Dominique, tu peux le confirmer. Ouais. Alors là, mais vraiment, j'aurais dû mentionner ça, c'est super important, surtout en sciences humaines où tout est question d'interprétation, il y a beaucoup de choses, etc. Le professeur, dans son contrat, doit être disponible pour ses étudiants. Ça paraît très ovni ce que je suis en train de dire, je sais, mais vous pouvez aller le voir à la fin du cours. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez aller le voir à son bureau. Il a un bureau permanent à l'université et il doit faire ses heures là-bas. Si vous êtes plus distant, vous pouvez faire des mails, vous pouvez faire du Zoom, etc. Là, j'ai eu un contrat, par exemple, de correcteur de cours. Donc, le professeur me donnait les corrections et l'étudiant peut contester sa note. Et j'ai passé à peu près 20 minutes avec chaque étudiant qui demandait, OK, pourquoi j'ai eu cette note? Est-ce qu'on peut revoir la note? Est-ce qu'on peut revoir, etc. Donc, il y a un accompagnement sur tout le long.
et vous n'êtes pas juste là, vous prenez des notes pendant 3 heures, etc. Les cours sont aussi beaucoup plus interactifs. Ils font en sorte de stimuler vos connaissances. C'est pour ça que je parlais de lecture. La plupart du temps, vous allez avoir dans un cours de sciences humaines 100, 200 pages éventuellement de lecture pour les gros cours à faire par semaine. Vous le faites avant le cours. Et quand vous arrivez au cours, finalement, le professeur, il ne va pas repasser à travers toute la matière. Il va dire, bon, on a fait les lectures, comment ça se passe? Et ça vous prépare un petit peu au séminaire qu'il va y avoir au master. Parce qu'au master, là, c'est uniquement des séminaires. Le professeur n'est plus là pour vous apprendre bêtement la matière, mais on va réfléchir ensemble sur cette matière, on va voir les insights, tout ce que les gens ont dans leur tête suite à la lecture des textes. Et par la suite, la matière du cours va en fait se faire d'elle-même. Il y a même des professeurs qui vont vous dire, bon, cette semaine, c'est vous qui faites le cours, cette semaine, c'est vous qui faites le cours. Et évidemment, il est le garde-fou un peu de tout ça. Mais voilà, il y a un accompagnement, il y a un suivi. Puis ça paraît très bizarre à dire, mais heureusement, parce qu'il y a des fois, vous perdez la tête sur certains trucs, des cours de théorie des jeux en économie. Et là, vous faites, OK, il va falloir aller voir le prof. Et j'ai déjà passé 2 heures avec le prof où on a passé toute la matière avant l'examen final sur son petit tableau. Et ouais, non, j'ai littéralement pu passer le cours grâce à cet entretien. Donc, c'était vraiment cool. Bon, super. Allez, on va reprendre quelques questions des internautes. J'ai une question de Valérie, Miguel, qui me semble intéressante parce que justement, tu vas nous expliquer comment tu peux répondre à ça. Parce qu'elle dit, l'université McGill est connue pour être la meilleure université, mais pas en industrial engineering. Alors, c'est son point de vue, elle, je ne jugerai pas. Comment se situe entre elles Polytechnique Montréal et Concordia, réputation, qualité des enseignements, vie étudiante sportive. Alors, est-ce que toi, j'imagine est-ce que vous avez une notation? Comment vous orientez un petit peu les gens qui vous sollicitent ou est-ce que finalement vous les renseignez par rapport à ce qui existe? Exactement. D'une part, les classements existent et ils sont disponibles pour tout le monde sur Internet. Donc, si vous voulez voir un classement, vous pouvez vraiment les trouver facilement. Ce que je peux vous dire et ce que je veux vous dire maintenant, je vous l'ai dit honnêtement. Ici, au Québec, au Canada, tout le monde s'en fout des classements. À peu près. J'ai jamais entendu l'un de mes amis québécois me dire j'ai choisi cet établissement parce qu'il est bien classé, parce qu'on part du principe qu'il y a à peu près une égalité dans l'enseignement qui est offert. Et que on va dans un établissement parce que les parcours proposés nous intéressent particulièrement du début à la fin, ou parce qu'il y a un stage, ou parce qu'il y a un tel accord avec un autre pays qui va me permettre de faire autre chose par la suite. Mais je n'ai jamais entendu un Québécois, et je peux vous dire, tous mes amis ici sont Québécois, qui choisit un diplôme parce que l'établissement est meilleur. Pour la simple raison qu'ils considèrent qu'il y a un certain niveau qui est déjà acquis pour tous les établissements. Donc, je vous dis ça et je vous l'ai dit pas pour que vous changiez d'avis, tout simplement pour que vous le sachiez. Donc, les niveaux que ces établissements-là vont vous proposer est déjà un niveau de qualité. Et par rapport à la vie étudiante, je peux vous dire que tous les établissements font des gros efforts parce qu'ici, la vie étudiante est beaucoup plus importante que ça l'est, par exemple, en Europe, notamment en France. Moi aussi, je viens de l'Espagne, donc je peux le dire pour l'Espagne. Donc, c'est sûr qu'il y a des efforts qui sont faits. Il y a plein d'activités qui sont offertes. Et il y a beaucoup d'associations. Il y a justement, les étudiants s'impliquent pas mal en dehors de leur cours dans des activités du bénévolat, etc. Donc, tout ça existe. J'ai vu, vous nommez McGill, qui est en effet l'université la plus réputée au Québec et au Canada, selon quel sondage. Mais vous parlez également, je ne sais pas si vous avez nommé Polytechnique Montréal, Concordia. Il y a aussi l'ETS, qui est l'École de technologie supérieure, qui offre des parcours en ingénierie notamment. Donc, ce sont des universités, genre des universités ou écoles de commerce, des établissements universitaires, école de commerce, école d'ingénieurs, on va dire établissements universitaires, tout court, et qui sont aussi très recherchés, qui ont des programmes, comme Pierre-Dominique disait, très contingentés, et donc beaucoup des candidats pour pas tant de places, et qui vont vous mener vers un diplôme qui va vous permettre d'avoir un travail de qualité tout de suite après les études. Donc, j'irai plus voir pour prendre la décision, est-ce que je souhaite faire des études en anglais ou en français déjà, parce que par exemple, Concordia et McGill, c'est en anglais, et Polytechnique et l'ETS, c'est en français. Et qu'est-ce que je vais faire par la suite? Est-ce que ça correspond plus à ce qui est proposé par Polytechnique Montréal ou ce qui est proposé par Concordia? Et juste dernière note, par exemple, Concordia, qui est une université qui n'apparaît
pas particulièrement dans beaucoup des classements internationaux, c'est l'une des universités qui a la meilleure opinion de leurs propres étudiants. Ouais. Donc, c'est une université que les étudiants qui vont là vont toujours vous dire c'est la meilleure expérience de ma vie. Donc, et pour autant, je veux dire, après, ils vont être formés pour avoir des jobs qui vont être au même niveau que tous les autres. Mais juste pour vous donner un autre point de vue. Alors, juste pour une précision, parce que je vois qu'il y a deux questions de Muriel et Yann qui demandent en fait sur Pierre-Dominique ce que tu as dit par rapport à l'approche éducative, c'est-à-dire, tu le disais, les professeurs qui sont à disposition des étudiants. Est-ce que ça, c'est vrai aussi à l'ETS, c'est vrai à l'UQAM? Est-ce que, en gros, est-ce que c'est général, c'est ça? C'est ça. Bah, en fait, un peu pour compléter ce que dit Miguel et pour répondre en même temps à Muriel, en fait, chaque université a aussi un petit peu son domaine de spécialisation et aussi sa philosophie derrière. Et par exemple, pour avoir un ami qui a hésité entre Polytechnique Montréal, McGill et l'ETS, en fait, il s'est dirigé lui vers l'ETS, par exemple, parce qu'il voulait quelque chose de plus pratique. Donc l'ETS, eux, ils ont quelque chose qui fait en sorte d'avoir des stages directement intégrés dans le parcours. Et quand il y a certains diplômes qui sont avec stage, vous avez quelqu'un qui vous accompagne dans cette recherche. Moi, c'est ce que j'ai eu dans ma maîtrise. J'avais quelqu'un qui m'envoyait directement toutes les offres de stage qu'il y avait dans Montréal et pour même beaucoup d'opportunités à l'étranger, directement dans ma boîte mail. Donc, c'était incroyable parce que la recherche de stage, qui est vraiment fatigante, m'était un petit peu prémâchée. Donc ça, on retrouve ça un petit peu dans toutes les universités. Mais par exemple, la Polytechnique, ils regardaient en ingénierie, là, c'était beaucoup plus axé sur la théorie. Donc vraiment sur les calculs, les choses comme ça. Je ne suis pas très expert en ingénierie. Mais du coup, en fait, vous allez aussi vous orienter en fonction de ce que vous voulez faire. Et c'est quelque chose qu'un de mes professeurs m'avait dit. C'est que je lui demandais, OK, quel choix de cours je dois faire? Mais il dit, mais prends un choix de cours qui t'intéresse. Parce qu'à la fin, vous aurez tous le même diplôme. Il sera nommé tous pareil. Il est là, derrière, juste là. Mais à la fin, c'est ce que toi, tu en auras retenu en fait, de ce diplôme qui va faire ta spécialité. Et pour ça, il faut que vous vous sentiez bien dans l'université. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de regarder évidemment les avis un petit peu qu'il peut y avoir, mais ça, c'est toujours un petit peu biaisé. Mais regardez les plans de cours quand vous faites le choix entre deux universités, deux programmes. Parce qu'en fait, ce plan de cours va vous en dire beaucoup sur est-ce que ça me plaît ou pas. Moi, ça a été un petit peu l'erreur quand je suis parti en droit au début. Je me suis dit, je vais en droit, et un peu comme en France, le droit mène à tout. Et à l'Université de Montréal, c'était plus une formation axée sur le droit des affaires. Et moi, je voulais être en droit de l'environnement. Donc, je me suis réaxé sur études internationales qui, lui, me permettait d'avoir ce que je voulais. Et ça, vous l'avez un petit peu dans toutes les universités. Et l'avantage de cet accompagnement, c'est que il sera dans les universités parce que c'est obligatoire pour le professeur. Après, il y a des professeurs qui sont plus ou moins ouverts. Mais vous inquiétez pas, l'ETS, par exemple, parce que j'ai vu que la question était sur l'ETS, c'est fait en sorte pour que l'accompagnement soit obligatoire, en fait, quasiment. Voilà. C'est vraiment intéressant de se dire que finalement, on se base sur ce qu'on attend, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on attend, et sur le contenu, en fait. Et non pas sur l'étiquette. Voilà. Ouais. Miguel, j'aimerais que… Alors, les internautes, on est à peu près à la moitié, donc continuez à poser vos questions. On a déjà répondu à pas mal. Merci, Miguel. Je vois que tu chattes parfois, c'est top. Ça permet d'aborder encore un petit peu plus de questions. Merci, Pierre-Dominique, pour ton témoignage. On va continuer. Je vous rappelle, les internautes, ça sera disponible en replay. Donc, si vous avez raté le début ou si vous ne pouvez pas assister à la fin, vous n'aurez rien raté. Continuez à bien poser vos questions. Moi, Miguel, j'aimerais qu'on aborde un point important, c'est… comment est-ce que vous avez un outil qui s'appelle Connexion Études, qui est proposé par Je Choisis Montréal. Donc, je voudrais savoir en fait comment il passe et comment il fonctionne et comment il sert finalement à bien choisir sa formation et ce qu'on aimerait faire. Et candidater. Merci beaucoup pour la question parce que je me disais, il faut bien que je parle de cet outil avant qu'on se laisse. En fait, c'est un outil qu'on a développé avec tous les établissements d'éducation supérieure et donc c'est comme une grosse base de données avec tous les programmes qui sont offerts aux étudiants internationaux. Donc, quelle est l'utilité en fait ou comment ça fonctionne? C'est un petit formulaire que vous remplissez avec les domaines d'études qui vous intéressent, la langue dans laquelle vous voulez faire vos études et les niveaux d'études aussi que vous souhaitez suivre une fois à Montréal. Et à la fin de ce questionnaire-là, vous avez les établissements qui offrent exactement les programmes d'études qui vous intéressent. Et quel est l'intérêt? D'une part, que nous, déjà, on est en contact avec des établissements d'éducation, donc on sait que ces programmes-là sont vraiment offerts. Et donc, de vous faciliter la recherche, parce que sinon, peut-être vous pensez que la seule option
parce qu'on a parlé d'ingénierie, c'est McGill et Polytechnique, mais on n'avait pas pensé à l'ETS. Donc, justement, cet outil-là vous permet de dire, voici tout ce qui est offert à Montréal pour les études qui m'intéressent, moi particulièrement. Donc, Connexion Études, c'est sur notre site web. Notre site web, c'est Je choisis Montréal. Si vous tapez sur Google Je choisis Montréal, vous allez directement sur notre site web où vous pouvez trouver tout un tas d'informations intéressantes. Mais en haut à droite de la page, vous allez trouver une petite icône qui dit Connexion Études. Vous cliquez et vous allez remplir ces petits formulaires. En plus, deuxième avantage, c'est que certains établissements, notamment pour des programmes peut-être qui sont en recherche d'étudiants parce que moins connus ou peu importe, pourraient vous contacter pour vous dire « Hey, voici comment faire pour venir à notre université, à notre établissement. » Donc, d'une part, ça vous facilite la recherche, mais aussi l'établissement pourrait rentrer en contact avec vous. Donc, c'est vraiment l'intérêt de cet outil qu'on a développé avec les établissements d'éducation supérieure. Donc, c'est une grosse base de formation, en fait, où on met son CV, en somme, et où on peut nous trouver et aussi être contacté. C'est bien ça, hein? Exactement. Super. C'est un super parcours sup. Ouais. Bon, super. Et dis-moi, comment est-ce que, du coup, alors, en revanche, une fois qu'on a, bon, voilà, on a regardé, on a vu ce qui existait dans ce qu'on avait envie de faire, sa langue, comme tu as dit, sa discipline, ce qu'on souhaitait étudier. Comment ça se passe? On passe directement par l'école? On passe par vous? Oui. Comment, Oui. Donc, je vais vous expliquer ça et je vois qu'il y a beaucoup de questions aussi sur les coûts des études. Donc, je vais juste faire un aparté avant. D'une part, il y avait quelqu'un qui était belge qui me demandait ce que vous savez expliquer pour les Français s'applique aux Belges. Et j'ai oublié de le dire. Oui, sauf pour les programmes techniques, ce qu'on appelle ici cégep. Pour ces niveaux-là, études techniques, l'accord est seulement avec la France. Mais pour les études universitaires, et ça c'est très important, il y a un accord avec la France et la Belgique, seulement Belgique francophone, je suis vraiment désolé, et qui fait en sorte que les Français et Belges francophones payent, s'ils font des études de premier cycle, donc niveau bac, licence, et comme des Canadiens, qui est un tarif à peu près la moitié du prix qu'est-ce que les étudiants internationaux payent, et au cycle supérieur, donc maîtrise, master, doctorat, ils payent comme les Québécois. Donc vraiment, quand on compare avec ce que les étudiants internationaux des autres pays payent, c'est comme un quart du prix. Donc juste pour vous donner une idée aussi de la chance que vous avez, surtout parce qu'aujourd'hui, j'imagine qu'ici, on a notamment des Français et des Belges, mais c'est votre cas, je veux dire, vous avez toute une chance de payer des frais qui sont très, très réduits par rapport aux autres étudiants internationaux. Et donc, je ne veux pas non plus m'avancer sur les prix parce qu'ils peuvent changer en fonction des écoles et des programmes. Ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que si, par exemple, vous êtes intéressé en France par une école de commerce ou école d'ingénieur, ça se peut que les études ici coûtent moins cher parce qu'ici, ce sont des tarifs qui sont à peu près égales pour toutes les études dans des établissements universitaires, que ce soit des écoles de commerce, écoles d'ingénieurs ou universités. Et donc, et surtout les écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, on sait qu'en France, sont plus chères. Donc, ça se peut, et c'est même probable que ce soit moins cher. Et après, pour les prix, vous pouvez aller regarder sur le site des universités parce que ça va dépendre de la durée du parcours, etc. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, ça coûte en tant qu'étudiant français ou belge beaucoup moins cher et davantage moins cher si c'est pour les masters ou les doctorats. Cela dit, vous m'avez demandé comment faire. Il n'y a pas pour les universités un Parcoursup, ce qu'on appelle ici les demandes d'admission, les candidatures se font directement auprès des universités. Quelque chose qui est très important, c'est que ces candidatures-là se passent maintenant, en ce moment même. La date limite en général pour les étudiants internationaux, si vous êtes en terminale, je parle, ou en dernière année, peu importe votre système, c'est jusqu'au 1er février, des fois jusqu'au 1er mars, mais pas plus tard, parce qu'après, il y a tout un tas de démarches à faire, notamment des démarches des permis d'études, etc., qui peuvent prendre du temps. Donc, les délais est beaucoup, je dirais, on commence plus tôt pour vous laisser le temps de faire tout ça et que vous soyez prêt à commencer votre programme en septembre. Donc, ce que vous devez faire, c'est qu'une fois que vous avez certainement passé par notre outil Connexion Études, vous avez vu que l'établissement qui vous intéresse, vous allez sur le site de l'université que vous avez choisi. Ça, c'est pour que ce soit plusieurs universités. Vous pouvez faire plusieurs demandes d'admission et vous pouvez candidater. Vous avez jusqu'à 3 choix par université.
Donc, si vous avez un seul, mais vous pouvez en choisir jusque 3. Et c'est l'université qui, dans un délai de, ça dépend des universités et des programmes, entre 3 semaines, un mois et demi, va vous donner une réponse si vous êtes accepté ou pas. Donc, c'est à peu près ça. Et toute dernière note, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés par les niveaux techniques, donc Cégep, mais pour ces niveaux-là, il y a une seule plateforme qui ressemble à Parcoursup. Donc, si vous cherchez, vous allez même sur le site web du Cégep en question, ils vont vous rediriger vers cette plateforme-là, donc vous n'aurez pas de problème. Très bien. Une petite précision, merci beaucoup Miguel, c'est très clair. Karima demande en fait pour les élèves qui ont étudié dans les lycées français à l'étranger mais qui ne sont pas français ni belges, du coup par rapport aux frais de scolarité, eux en revanche ils sont considérés comme des élèves internationaux. Effectivement, malheureusement oui. N'empêche, et ça je le dis aussi parce que c'est intéressant, les études à Montréal et au Québec sont les études les moins chères de tout le Canada, et entre le Canada et les États-Unis, vous ne trouverez pas moins cher que ce qu'on offre ici au Québec à Montréal parce qu'il y a une partie qui est subventionnée, même quand vous payez les pleins prix. Effectivement, ce n'est pas aussi intéressant que je viens de le décrire pour les Français ou pour les Belges, mais ça reste que si vous souhaitez faire des études dans le reste du Canada ou dans les États-Unis, ça va forcément être plus cher. Ouais. Et peut-être également le coût de la vie. Enfin, j'imagine que le coût de la vie à Montréal, c'est pas aussi cher qu'à New York, bien entendu, mais peut-être même qu'à Paris. Oui, bah, c'est sûr que c'est moins cher qu'à Paris, notamment parce qu'il y a des dépenses qui sont moins chères, comme toutes les factures d'électricité, etc. Les loyers, même s'ils ont un peu augmenté ces dernières années, ça reste que c'est beaucoup moins cher qu'à Paris. Donc, quand on fait une vue d'ensemble, j'ai regardé l'autre jour un comparateur du coût de la vie, Montréal, et je ne me rappelle plus en pourcentage combien, mais pas mal moins cher que des villes comme Paris ou même que certaines villes moyennes françaises. Donc, des fois, on peut penser que venir ici, c'est plus cher, mais quand on fait un budget total et qu'on voit que le coût de la vie est moins cher, bah, on peut se dire les dépenses qui vont être en plus vont compenser celles de la vie de tous les jours dans ma ville où je suis en ce moment. Toi, Pierre-Dominique, c'est un peu ce que tu as constaté en fait dans ton quotidien, à la fois quand tu es arrivé, quand tu as cherché ton logement étudiant, quand tu as cherché, voilà, quand tu as eu tes petits jobs étudiants, tu as eu le sentiment que finalement un étudiant s'en sortait bien. Bah oui, moi je faisais vraiment. Je suis un peu le cliché du gars qui sortait de sa campagne et je regardais un petit peu pour les grosses villes, c'est vrai. Et j'avais Lyon et Paris qui étaient dans mon. Alors moi c'était APB à l'époque, c'était en 2016. Et avec mes parents, on avait comparé tout simplement le coût pour un loyer, le coût de la vie. Voilà. Et le fait que l'université en France était quasiment gratuite, on va dire. Et ici, ça coûte. C'est vrai que ça peut paraître comme un frein, mais au final, comme l'a dit Miguel, il y a plein de choses qui sont beaucoup moins chères qui font que je vis à peu près au même coût que mon petit frère à Clermont-Ferrand. Donc ça paraît un petit peu fou parce qu'on est quand même sur une métropole de 2 à 4 millions d'habitants ici. Les loyers ont augmenté récemment ici, mais ça reste très très acceptable par rapport aux grosses métropoles françaises et les options de colocation sont très très variées. Et donc au final, on avait même calculé pour une école de commerce qui là coûte cher en France et donc on pouvait avoir un instrument un petit peu de comparaison avec ici. On avait regardé la John Molson Business School qui est vraiment une bonne école de commerce anglophone ici et HEC Montréal. Et en fait, mon ami avait vu qu'entre son école de commerce à Lille avec le loyer, etc., et l'école de commerce ici, bah, au final, à Montréal, ça finissait par coûter moins cher. Donc, c'est toujours intéressant. Et encore une fois, il y a vraiment, et en plus, ici, il y a une pénurie d'emplois. Donc, si vous voulez venir faire un emploi étudiant ici, littéralement, moi, pour travailler dans une quincaillerie, je suis descendu de chez moi, je suis allé voir, j'ai fait toc toc, vous cherchez quelqu'un? Oui, tu peux commencer un lundi? Oui, point, terminé. C'est terminé. Bon, alors, c'est pas super bien payé, hein, voilà. Mais le fait est que si vous voulez du financement, parce que c'est vrai que voilà, il y a des bourses qui sont disponibles sur le site web de l'université. Il y a des bourses du gouvernement, mais là, c'est très compliqué en tant qu'étudiant étranger de se qualifier. Mais il y a surtout les emplois étudiants. Et ça peut vous éviter éventuellement de faire un prêt ou d'aggraver votre prêt en cas de changement économique. Donc, oui, c'est quelque chose qui me donne une. Moi, j'ai pu prendre un emploi étudiant, par exemple, pendant 2 mois et demi. Et quand j'étais débordé par les cours, j'ai dit, bon, bah voilà, je pose mon 2 semaines. Il m'a dit, bah là, moi, personnellement, ça ne me dérange pas si tu pars au bout d'une semaine. OK, bye. Voilà. Donc, ça m'a permis de me faire des petits sous parce que je m'étais acheté des petits trucs. Et après, de reprendre les études super facilement. On pouvait avoir plein d'emplois l'été. Alors là, c'est le moment où la restauration
emploie énormément. Et là, vous êtes sous votre permis d'études. Donc, vous pouvez travailler 20 heures pendant votre session par semaine. Et par contre, l'été, vous pouvez travailler à plein temps. Donc ça, vraiment, c'est un bon moyen de financement, honnêtement, pour les étudiants étrangers. Oui. Miguel, tu vas rajouter un mot sur… Oui, en fait, c'est vrai que pour l'instant, je ne l'ai pas mentionné, mais on est dans une situation de pénurie de main-d'œuvre. Donc, on en parle beaucoup ici dans les médias et un peu partout. Et donc, plus d'emplois disponibles que des gens prêts à combler ces postes-là. C'est sûr que ce n'est pas dans tous les domaines, mais c'est pratiquement dans tous les domaines. Donc, même en tant qu'étudiant, c'est un bon moment pour venir ici et se diplômer et commencer un emploi. Mais comme Pierre-Dominique le disait, pour des petits jobs étudiants, vous n'aurez aucun problème. La phrase « nous embauchons », elle est écrite un peu partout dans la ville. Donc, oui, c'est sûr que ce sont des emplois qui sont payés au SMIC, mais j'ai regardé en ce moment et le SMIC ici est très, très similaire au SMIC en France. Donc, vous pouvez vous faire une idée de combien vous pouvez gagner et vous n'aurez pas de problème. Et aussi, ici, dans la culture, la plupart des étudiants vont avoir un job étudiant. Donc, c'est quelque chose qui est très intégré. Tout le monde le fait pour avoir un petit salaire de côté. Donc, c'est quelque chose qui se fait très bien. Et ça me permet aussi de faire les liens parce que justement, vous êtes des étudiants étrangers. Vous venez avec un permis d'études, mais vous avez la possibilité de travailler avec ce permis d'études-là 20 heures semaine et à temps plein pendant les périodes des vacances scolaires. Donc, vous pouvez tout à fait vous gagner un petit revenu supplémentaire avec votre job étudiant si vous le souhaitez. Et je veux aussi encore une fois faire les liens avec autre chose, parce que vous pouvez me dire quels sont les domaines qui sont le plus en demande en ce moment. Comme je l'ai dit, à peu près tout, mais particulièrement 4 domaines qui sont les mêmes un peu partout dans le monde, on ne va pas se les nier. C'est l'ingénierie, c'est l'enseignement, l'éducation, c'est la santé et les technologies de l'information. Donc, c'est sûr que si c'est l'un de ces domaines qui vous intéresse, non seulement vous allez avoir un emploi, mais vous allez être sollicité avant même de finir vos études, ce qui n'est pas forcément l'idéal, mais je vous dis à quel point il y a en ce moment un grand besoin. Super, très bien. Allez, les internautes, continuez à poser vos questions. On a balayé pas mal de sujets. Juste pour finir, peut-être avec le logement, Miguel, Caroline demande si les universités offrent des logements. Philippe dit, qu'en est-il, est-ce qu'on loge sur le campus ou en ville? J'imagine que les deux sont possibles. J'ai cru entendre le mot colocation. Je crois que c'est quelque chose qui se pratique beaucoup. Oui, effectivement. En fait, il y a des résidences universitaires, mais effectivement, ce n'est pas non plus, ils n'ont pas comme de façon illimitée. Donc, c'est un peu premier arrivé, premier servi. C'est pour ça aussi qu'il a commencé à faire son inscription très, très tôt et tout de suite après s'inscrire dans une résidence universitaire si on est en première année. C'est toujours un bon coup. Mais pour ça, il faut le faire tout de suite. Il faut commencer très, très tôt. Sinon, l'option la plus courante, c'est celle de la colocation. C'est quelque chose qui se fait, je dirais que presque tous les étudiants que je connais sont en colocation. Donc, c'est l'option la plus courante. Et les universités, etc., vont des fois agir en tant que facilitateur pour les étudiants de première année pour qu'ils trouvent une colocation. Des fois, beaucoup plus facile que trouver qu'en France notamment, parce qu'on n'a pas besoin de garants. Mais c'est ça, je dirais que ce sont les deux options. Résidence universitaire, si on fait l'inscription très tôt et donc qu'on arrive avant la plupart des gens, et sinon la colocation. Super. Allez, moi j'ai une question, Miguel. Donc on a vu qu'on passait par le site Connexion Études, le site de Je choisis Montréal, pour évaluer ses formations, voir ce qui nous intéressait. On sollicite les écoles, on fait sa démarche d'admission. Donc du coup on est pris ou pas pris. Comment ça se passe pour les démarches d'immigration? Quel visa choisir? Est-ce que là pareil on voit avec vous? Est-ce que vous aidez les étudiants pour leur dossier d'immigration, obtenir leur permis? Comment ça se passe? Nous, on ne peut pas offrir des lettres personnalisées. Ce qu'on fait sur notre site web, c'est qu'on donne toutes les clés et on dit comment faire pour faire son permis d'études, parce que c'est ce permis-là dont on
a besoin quand on est étudiant. Et je peux déjà vous donner un peu les étapes pour vous donner une idée et aussi pour que vous sachiez pourquoi on dit qu'il faut s'y prendre à l'avance. Avant même de commencer cette démarche-là, il faut avoir une lettre d'admission. Donc, la première étape, c'est vraiment de s'inscrire dans un établissement et d'être accepté. Sans la lettre d'admission, on ne peut pas faire le reste des démarches. Une fois qu'on a la lettre d'admission, on va avoir une première étape qui se fait auprès du gouvernement du Québec. C'est un document qui s'appelle Certificat d'acceptation du Québec. Et tout ce que j'explique maintenant, c'est sur notre site web. Je vous le dis juste pour que vous ayez une idée. Ces documents-là, c'est un document qui dit que vous êtes admissible à faire des études au Québec. Donc, c'est une démarche qui est plutôt administrative, mais nécessaire. Donc, on fait cette démarche-là et on a, dans un délai d'un mois maximum, ces documents-là qui s'appellent Certificat d'acceptation du Québec. Et ces documents-là, c'est les documents nécessaires pour faire sa demande des permis d'études auprès du gouvernement canadien. Donc, le gouvernement canadien va notamment demander le CAQ, le Certificat d'acceptation du Québec, la lettre d'admission et une preuve des fonds, parce qu'il faut prouver qu'on a les fonds pour vivre pendant la première année ici. Donc, ils vont demander ces documents-là et c'est à partir de ce moment qu'ils vont vous donner le permis d'études. Le permis d'études est un document nécessaire pour se rendre au Canada. Vous ne pouvez pas venir si vous ne l'avez pas. Les délais varient. Des fois, ça peut être un mois, des fois, ça peut être 2 mois. S'il y a des problèmes, ça peut s'allonger un peu parce qu'il y a des allers-retours avec les services d'immigration. Bref, ce ne sont pas des démarches compliquées, mais ce sont des démarches qui peuvent être fastidieuses et qui peuvent s'allonger dans le temps. C'est pour ça que la date pour faire sa candidature est le 1er février, parce qu'on veut vous laisser le temps pour que vous arriviez à l'été, au pire au mois d'août, avec toutes les démarches déjà faites, et que vous puissiez commencer vos programmes d'études en toute tranquillité au 1er septembre, ou en général, la pré-rentrée, c'est une semaine plus tôt, donc fin août. Miguel, j'aimerais qu'on aborde la question des débouchés, parce que du coup, je vais obtenir, là je suis lycéen, futur bachelier, je vais venir étudier au Canada. On a vu que Pierre-Dominique, lui, a choisi de rester. Quels sont, tu as parlé des secteurs, éventuellement tu peux peut-être nous redire quels sont les secteurs qui sont les plus porteurs, mais aussi, est-ce que, par exemple, je peux me lancer, faire 3 ans, donc un baccalauréat, un bachelor, et puis après rentrer en France? Ou est-ce que, par exemple, c'est aussi une porte d'entrée vers les États-Unis? Est-ce que c'est assez flexible ou est-ce que si je me dis que je vais à Montréal, c'est pour y rester forcément 5 ans? Comment ça se passe? Non, c'est sûr que dans l'idéal, vous complétez un programme d'études au complet parce que c'est ça qui va vous donner un diplôme québécois-canadien qui va certainement vous ouvrir beaucoup de portes. Si ensuite vous voulez changer de pays, je vous l'ai dit, aucun problème avec les diplômes universitaires. C'est toujours l'établissement ou l'université qui décide ce qu'ils acceptent ou pas. Mais un diplôme québécois-canadien, il est accepté partout en France sans problème. Donc, les étudiants qui font ici l'équivalent de licence et qui rentrent en France pour faire l'équivalent d'un master, il y en a plein. Je ne connais pas des gens qui ont eu des problèmes. Et tu as nommé, Hervé, est-ce que ça peut ouvrir des portes pour les systèmes aux États-Unis, pour continuer les études aux États-Unis? Je connais plus d'une personne qui ont fait ça. Ouais. Ils avaient peut-être des études en France qui étaient moins reconnues, mais le système québécois-canadien étant plus proche de celui des États-Unis, il y a plus de facilité pour ensuite que le diplôme soit reconnu. Donc, ils vont faire des études ici et puis ils vont essayer de faire des études encore supérieures, maîtrise ou peu importe, aux États-Unis. Donc, tout à fait, c'est aussi une voie. Il y en a qui décident de rester. C'est sûr que c'est ce que nous, on veut, c'est ce que le gouvernement veut, c'est ce qu'on essaye de faire parce que justement, on dit qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, etc. Mais les étudiants ont tout à fait la possibilité de partir ailleurs et ils n'auront pas de problème à avoir leur diplôme reconnu. Je relayais la question de Cyril, mais c'est un point important parce que, évidemment, ça montre aussi la valeur des diplômes accordés sur place par vos écoles. Pierre-Dominique, peut-être tu peux nous parler un petit peu de ton intégration, parce que tu l'as dit, tu as quitté ton Auvergne et tu es arrivé à Montréal. Alors, je ne sais pas si tu es arrivé en septembre, il faisait encore beau, mais après, tu as connu l'hiver. Donc, du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que rapidement, tu t'as été bien intégré? Est-ce que toutes ces formalités qu'on a décrites, ça s'est passé assez simplement? Ou est-ce qu'au contraire, tu vas nous décrire un petit peu le parcours du combattant, même si ça valait le coup derrière? Alors, oui, merci beaucoup. C'est vrai que c'est une bonne question parce que
Ça répond, mon début de réponse répond un peu à Anne de Montbel. L'offre sous condition dépend du bac. Donc, une fois que vous avez votre réponse du bac, vous pouvez envoyer tous vos documents, etc. L'immigration n'est pas quelque chose qui est insurmontable. Il faut faire un petit peu de papier, il faut s'y prendre d'avance et il faut respecter les règles. Mais voilà, il y a plusieurs étapes et il faut comprendre en fait ce processus. Et ça peut paraître vraiment comme un énorme mur, mais justement des plateformes comme Je choisis Montréal permettent énormément de faciliter la chose. Moi, j'ai pas eu ces plateformes et quand j'ai rencontré justement Miguel et puis une amie à moi qui travaille avec, j'ai pu regarder. En fait, j'ai connu ça au fur et à mesure, mais là, j'ai pu le regarder de fond en comble et c'est super bien parce que justement, quand vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne, vous avez moins peur. Et quand vous avez moins peur, du coup, c'est forcément plus facile. Après, pour mon intégration, j'ai eu la chance en fait, d'être dans un programme d'études où il y a beaucoup de Québécois en droit, mais aussi en études internationales, même s'il y avait plus de Français. Et en fait, directement, il n'y avait pas de barrière en fait déjà de la langue, il n'y avait pas tellement de barrière culturelle qui était quelque chose qui pouvait jurer vraiment avec le paysage. Et comme je suis venu vraiment avec un état d'esprit où je voulais m'intégrer à la culture locale, et ben vraiment, ça s'est passé super bien. Ça s'est passé bien. Il y a beaucoup de choses qui changent, évidemment. Alors, évidemment, il y a l'accent, il y a certains mots de vocabulaire, il y a certaines pratiques qui sont un petit peu différentes, mais vous n'êtes pas dans un pays qui va vous être complètement étranger. Et moi, je sais que ça a beaucoup rassuré ma maman et je sais qu'il y a beaucoup de parents. Et elle savait que j'étais dans un endroit qui était déjà très sécuritaire. Ça, c'est vraiment important de le savoir, notamment pour les femmes. Ça, ça, c'est un petit peu triste à dire, mais ici, vraiment, mes amis n'ont jamais peur de rentrer seuls le soir dans une grosse métropole de 2 à 4 millions d'habitants. C'est important de le mentionner. Même moi, j'ai jamais eu peur, mais bon, je suis un grand gars d'1,80 m et tout, donc c'est vrai que voilà. Mais voilà, y a cet aspect de sécurité, il y a cet aspect aussi de multiculturalisme qui est vraiment intéressant parce que chacun apprend vraiment les uns des autres. J'étais en plus dans une résidence universitaire très internationale, donc j'ai pu en apprendre beaucoup sur plein de cultures. Donc je me suis intégré énormément à la culture québécoise, mais j'en ai appris énormément sur d'autres cultures. Et ça, c'est quelque chose que, en plus, en Auvergne, je n'avais pas la possibilité de faire. Et après, évidemment, ça dépend de la synergie que vous avez. Pour les Français qui ont un petit peu plus le mal du pays, ça arrive. Il y a un quartier qui s'appelle le Plateau Mont-Royal, qui est un quartier uniquement de Français. Ça paraît très bête, mais ils se sont regroupés un petit peu en communauté. C'est un quartier qui est magnifique, avec plein de petits commerces. C'est mon quartier. Ah bah voilà. Du coup, il y a aussi des Espagnols. Ah, voilà. Francophones. Mais c'est pour ceux qui ont le mal du pays, honnêtement, ça leur fait du bien parce qu'il y a une grosse communauté française. Il y a l'Union française de Montréal qui est une association qui permet aux Français de se regrouper autour de soirées, de vins, fromages, etc. Donc, il y a beaucoup d'activités. Et enfin, pour l'hiver, vous allez dépenser un peu pour un manteau. Voilà, faut se faire à ça dans le premier budget. Mais c'est un manteau qui, moi, ça fait 6 ans que j'ai mon manteau. Je ne l'ai pas touché, j'en ai pas racheté. Il est intact. Et franchement, là, avec le réchauffement climatique, vous avez de la chance. C'est moins pire qu'il y a certaines années. C'est vraiment triste de dire ça, mais voilà. Mais les températures peuvent varier de moins 40 à 40. Donc, vous allez avoir 2 garde-robes, une d'été, une d'hiver. Voilà, c'est comme ça. Faut s'y faire. Faut s'habiller l'hiver. Faut juste pas sortir avec sa petite laine toute mignonne et tout. Mettez le gros canuc, le manteau québécois, pas le Canada Goose, c'est très important. Le gros canuc. Et puis voilà, vous n'allez pas avoir froid. Et puis de toute façon, le système de transport en commun est tellement bien fait que vos transports à l'extérieur vont être jusqu'au métro ou jusqu'au bus. Les bus, les métros sont chauffés. Là, il y a le tramway en plus qui se développe en ce moment, donc c'est vraiment bien. Donc au final, vos moments à l'extérieur, oui, ce sera peut-être en sortant de soirée le soir. Bon, là, vous mettez votre manteau. Là, c'est voilà. Vas-y, Miguel. Je veux juste te dire, Pierre-Dominique, on va devoir t'embaucher. On dirait que tu avais déjà… Mais c'est bien parce que ça veut dire que ce que nous, en général, on essaye de transmettre comme message, c'est réel. Tu peux dire que c'est vrai. Donc, je suis bien content parce que je voulais amener certains points qui me semblent toujours importants, justement pourquoi Montréal, mais tu les as très bien amenés. Et en général, l'hiver, ça fait peur, mais je le dis à chaque fois, je suis espagnol. J'habite ici et évidemment, la plage me manque. En plus, je viens de la Méditerranée. Mais ici, je retrouve d'autres choses. Je retrouve des sports d'hiver que j'aime vraiment beaucoup. J'ai fait du ski de fond et quand la météo le permet. Avant, c'était tout l'hiver. Maintenant, il n'y a pas forcément autant de neige qu'avant. Mais
ça fait déjà 3 semaines que j'en fais tous les week-ends, donc je vous rassure. Mais la ville est faite pour l'hiver, c'est une ville d'hiver. Donc, on ne restait pas à la maison enfermé. Et en été, la ville est tellement dynamique. C'est aussi une ville où il y a beaucoup de villes culturelles et beaucoup de festivals. On dit que Montréal, c'est la ville des festivals au Canada. Il y a aujourd'hui même un festival qui commence, qui est très populaire, et notamment parmi les Français, qui s'appelle Igloo Fest. C'est un festival qui s'est fait, un festival de musique techno qui s'est fait au Vieux-Port de Montréal et donc à plein air. Donc, cette année, on va être chanceux parce qu'aujourd'hui, j'ai regardé, on est à 0 degré, mais je l'ai déjà fait et à -20. Et c'est quand même toute une aventure et c'est vraiment de se dire, on ne va pas rester à la maison parce qu'il fait froid, on va juste en profiter et bah, on va prendre notre bière avec nos gants, mais on va quand même être là. Donc, je vous l'ai dit, la ville, au-delà de ce que la ville a à offrir en tant que ville étudiante, a beaucoup de choses à offrir, notamment culturellement. Moi, je suis un consommateur de culture et je vais très souvent au théâtre, je vais très souvent à des concerts et ça aussi, on peut le faire en tant qu'étudiant. Je me permets juste un tout petit truc Vas-y. vraiment intense. C'est vraiment important de comprendre vraiment ce qu'a dit Miguel. Ne restez pas chez vous l'hiver parce que vous allez perdre toute la saveur en fait de la chose. C'est-à-dire que l'été, vous avez le festival de jazz, le circuit de Formule 1 pour les fans qui sont parmi nous. Vous avez, plusieurs festivals de musique, que ce soit de la techno, que ce soit du jazz, le festival international de jazz, etc., qui sont disponibles partout. Mais l'hiver, ça ne s'arrête vraiment pas. Et vous avez notamment le quartier des spectacles, là, qui va installer, par exemple, une patinoire extérieure et actuellement qui a de la luminothérapie. Chaque année, ils essayent un petit peu d'innover. Il y a Montréal en lumière qui ressemble, en fait, c'est les mêmes qui font Lyon en lumière. Ils sont aussi à Montréal. Vous avez l'Igloo Fest qui, lui, mais c'est vraiment intense. C'est-à-dire que quand on dit que c'est à -20 et tout le monde fait la fête, c'est vraiment que y en a des fois aussi au Nouvel An. C'est toute la soirée et il fait froid, mais vous avez tous vos gants, vous avez des petits réchauds, etc. Et les bars, tout ça, tout est ouvert l'hiver. Et en fait, la vie ne s'arrête pas parce que sinon, ça devient très triste. Le soleil se couche tôt. Donc, vous allez juste finir votre journée puis vous allez rentrer chez vous. Donc, il y a cet attrait qui fait que vous n'avez pas besoin d'avoir des amis forcément. Moi, en première année, je suis arrivé, je connaissais personne, vraiment. Et je suis juste allé dans ces événements. Je suis allé au théâtre, je suis allé au cinéma, je suis allé à des trucs, des endroits. Et finalement, dans ces gros événements culturels, d'Igloo Fest et tout, je me suis trouvé plein d'amis, plein de connaissances. Et puis après, on finissait par se retrouver. Et vous faites comme ça des cercles parce que vous connaissez personne. Et vous êtes obligé un petit peu de sortir de votre zone de confort. Et ça, c'est quelque chose qui facilite énormément le truc. Très bien, merci messieurs. On va arriver bientôt au terme de ce webinaire. Deux petites questions très rapides. Tina demande s'il y a des journées portes ouvertes organisées dans les écoles et si c'est possible de les visiter. J'imagine que oui, Miguel. Oui, la réponse est oui. Vous pouvez aller sur les sites web des universités et ça se passe surtout au mois de janvier. Donc, je ne sais pas si certaines ont déjà eu lieu, mais oui, absolument. Bon, peut-être qu'elle a des enfants en première ou seconde, donc il y a encore le temps. Et puis, il n'est jamais trop tard d'appeler pour on peut peut-être même avoir une visite individuelle après, hein, c'est certainement possible. Et Jean-David demande s'il y a des accords interuniversitaires entre le Québec et certains campus aux États-Unis, des échanges. Peut-être que c'est possible. Il parle d'échanges, oui, absolument. Il y a des accords. Si c'est des accords plus comme celui que j'ai parlé entre la France et le Québec pour les frais de scolarité, je ne pense pas. Mais c'est au niveau des échanges, oui, absolument. D'accord. Alors, une toute dernière question, puis après, je te donne la parole, Miguel, pour conclure. Bernard demande, il dit, ni Pierre-Dominique, ni toi, Miguel, vous avez un accent trop prononcé. Alors, est-ce que c'est le cas des enseignants? Moi, je travaille et je vis qu'avec des Québécois. Seulement, j'ai appris les Français en France. Donc, des fois, c'est difficile de se détacher de l'accent, surtout quand, je sais pas, c'est une langue que j'ai apprise et que j'ai beaucoup utilisée en étant en France. Mais de toute façon, quand je suis avec mes amis québécois, je pense que j'ai un accent québécois seulement. J'ai de la facilité pour un peu basculer d'un accent à l'autre. Mais oui, il y a des gens qui ont un accent québécois et c'est très bien. Et si on le comprend pas les premières 5 minutes, on le comprend après. Ne vous en faites pas vraiment. Bon, super.
Allez, je vais vous donner un petit mot de conclusion à chacun. Peut-être, Pierre-Dominique, un mot pour quel conseil tu pourrais donner à ces jeunes Français là qui sont un petit peu partout dans le monde, mais qui sont lycéens et qui hésitent sur leur poursuite d'études dans le supérieur et pour leur dire de choisir Montréal. Qu'est-ce que tu mettrais vraiment en 2 mots? Oula, 2 mots, c'est dur. Ouais. L'audace, tenter. Vraiment, je parais peut-être un petit peu déjà trop vieux pour être comme ça, mais à 18 ans, j'ai juste tenté. Je me suis lancé dans le truc et puis je me suis dit, ben, qu'est-ce qui peut mal se passer, vraiment. Et j'y suis allé à fond. J'ai cru vraiment dans le rêve un petit peu et ça a fonctionné. Ça a fonctionné et tous mes amis, même ceux qui sont partis après leur diplôme, ils ont eu une super expérience. C'est juste qu'ils sont repartis en France pour compléter des études ou quoi, mais allez-y, faites-le il y a 3 ans. Et puis, à 18 ans, on est tellement jeune, c'est fou. On a tellement de temps, on a tellement d'énergie, on a tellement de choses que c'est maintenant qu'il faut tenter l'expérience. Et vous ne pouvez pas, de toute façon, vous planter de A à Z parce que vous êtes dans un pays francophone, qui a plein d'accords, que ça coûte moins cher. Tous les arguments qu'on a sortis. Et ce n'est pas quelque chose aussi compliqué que les États-Unis ou d'autres destinations peuvent l'être. Et Montréal vous permet d'avoir un ensemble de ressources et une sécurité, même sociale, même médicaments. On n'a pas pu les aborder, mais c'est incroyable à quel point vous pouvez être accompagné, etc. à ce niveau-là. Donc, lancez-vous. Au pire des cas, vous reviendrez dans votre pays, mais vous aurez tellement appris, rien qu'au bout d'un an. Bon, bah c'est une belle devise. Miguel, peut-être les choses vraiment à retenir. Je veux peut-être en 2 mots, un mot de conclusion et aussi reciter bien Connexion Études. Oui, c'est ça. Surtout, je vous cite notre site web, Je choisis Montréal, et à l'intérieur de Choisis Montréal, Connexion Études. Donc, vous allez trouver toute l'information qu'on vous a donnée et plus d'exemples, des raisons pour lesquelles venir à Montréal, comment s'y prendre, des marches d'immigration, absolument tout est là. Et en plus, évidemment, vous pouvez nous contacter via notre site web, nous suivre aussi sur les réseaux sociaux parce qu'on est très actifs et qu'on répond aussi aux questions qui nous arrivent via les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez surtout pas. Et surtout aussi, si vous nous suivez, vous allez peut-être voir d'autres webinaires, d'autres activités qu'on organise, comme je vous disais, par rapport à l'immigration, par rapport à comment faire son budget, etc., qui vont vous intéresser. Et donc, c'est ça, on reste disponible. Et notre objectif est justement de vous aider, de vous faciliter cette tâche lourde de choisir qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller, etc. Donc, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est qu'on se voit bientôt à Montréal et que si c'est le cas, venez me voir et faites-moi un petit coucou face à face plutôt que comme ça à distance. Mais merci beaucoup, Miguel. Pierre-Dominique, ce webinaire Étudier à Montréal après le lycée, les bonnes raisons de se lancer. Je pense qu'on a eu beaucoup de bonnes infos. Merci à tous les internautes pour cette heure passée ensemble. Je vous rappelle que on termine le webinaire, vous allez recevoir un mail dans 3-4 minutes avec le lien du replay. Si vous n'avez pas pu tout voir, si vous voulez le revoir, si vous voulez le faire connaître à vos amis, n'hésitez pas. Et puis, il y aura un article dans le petitjournal.com également dans les prochains jours. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'est selon où vous êtes. Merci encore Miguel, merci encore Pierre-Dominique et à très bientôt et bonne journée, au revoir. Merci à vous, bonne journée, au revoir.